Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous à cette table ronde dédiée effectivement à la créativité, à l'impact de l'IA sur la création artistique au sens large. Vous allez voir, créer une campagne de pub en quelques heures, générer des œuvres d'art en quelques clics, donner vie à une idée sans passer par des années d'apprentissage technique. Mesdames et messieurs, c'est notre monde d'aujourd'hui et ce n'est plus de la science-fiction. L'IA transforme nos capacités créatives à une vitesse folle. Je vais m'asseoir, il faut bien le dire. Mais alors, que devient la créativité humaine? L'IA peut-elle nous aider à sortir des sentiers battus ou au contraire nous faire suivre des chemins très balisés? Et quelles conséquences aussi sur l'emploi pour des secteurs qui sont déjà éprouvés comme la culture, les médias ou encore la mode? Beaucoup de questions à poser à nos trois invités, trois références issues de trois industries différentes, la culture, la mode et la publicité. Marion Carré, cofondatrice et présidente d'Askemona, start-up française qui permet aux institutions culturelles de mieux interagir avec leur public grâce à l'IA. Vous avez récemment signé un partenariat avec OpenAI pour faire parler les statues et les fontaines du château de Versailles. Georges Mohamed Cherif, fondateur de l'agence Buzzman, l'une des plus importantes agences françaises de publicité, une des plus importantes aussi agences créatives en Europe. Vous travaillez notamment avec Burger King, Uber Eats ou Boursorama et vous employez près de 200 collaborateurs. Et puis enfin Frédéric Rose, président et fondateur d'Imki, start-up strasbourgeoise qui permet au secteur du textile de mieux travailler avec l'IA générative pour créer par exemple des collections. Et vous avez collaboré avec The Couples, Jonac, Jules ou encore Kiabi. Merci à tous les trois d'être avec nous. Je vous pose la première question. L'IA donc permet aujourd'hui effectivement de générer du texte, des images, du son. Comment vous, dans vos trois industries créatives différentes, vous l'utilisez aujourd'hui dans vos processus de création, que ce soit la culture, que ce soit la mode ou encore la publicité? Marion Carré peut-être en premier. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour répondre en prenant plusieurs exemples issus de diverses casquettes. En commençant par Askemona. Askemona, ça fait près de 10 ans qu'on mobilise l'intelligence artificielle au service de la curiosité. Donc vraiment tous les secteurs où les gens ont envie d'apprendre, de découvrir plus de choses. Et un des secteurs de la curiosité, par exemple, par excellence, c'est celui de la culture. Et donc on permet, par exemple, dans des musées, de pouvoir dialoguer avec des œuvres d'art. En ce moment, vous pouvez le tester, par exemple, à la Fondation Louis Vuitton pour l'exposition Hockney, où vous pouvez, grâce à l'intelligence artificielle, poser toutes les questions que vous avez à un tableau pour en savoir plus. Donc pour nous, l'enjeu ici, c'est d'accompagner la diffusion de la culture et de la création en permettant à chacun de pouvoir poser toutes ces questions et d'obtenir des réponses personnalisées en fonction des sujets qui l'intéressent, de pouvoir aussi un peu briser la glace parce que des fois dans des musées, on ne se sent pas tout à fait à l'aise de poser n'importe quelle question. Donc on a commencé dans le secteur des musées, mais donc petit à petit, on accompagne tous les autres secteurs, on peut se poser des questions, que ce soit dans le secteur touristique, par exemple, mais aussi quand on consomme, par exemple, des produits de terroir, une bouteille de vin, comment elle a été faite, etc. Donc ça, c'est ce que fait Askemona. Et je vais prendre aussi un exemple un peu plus issu de ma pratique personnelle. Je reprends ma casquette créative et pas celle d'entrepreneuse. Moi, j'ai aussi une activité de création artistique et d'autrice. J'ai un livre qui sort en septembre où j'interroge justement cette question de qu'est-ce que c'est que créer, écrire, produire de la pensée avec de l'intelligence artificielle. Et je me suis moi-même beaucoup interrogée tout au long du processus en me demandant, moi j'utilise l'IA dans mon quotidien, à quel moment je mobilise ou pas l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui apporte ou qu'est-ce qui soustrait à la production d'idées et l'écriture. Donc ça, c'est des questions, je pense, qu'on se pose chacun dans nos pratiques quotidiennes. Georges Mohamed Cherif peut-être? Moi, c'est beaucoup moins intéressant, je pense, que ce que vient de dire Marion. Je pense que nous, on l'utilise, pour l'instant, on l'utilise en amont de l'idée. En gros, une agence de pub, ça crée une idée. Ensuite, il y a des gens qui la mettent en forme et ensuite, il y a des gens qui l'exécutent. Donc, globalement, on l'utilise pour la partie avant la création. Sur la création elle-même, on ne l'utilise pas. J'imagine que ça sera une de tes questions sur la capacité de l'IA à créer. Clairement, moi je ne suis pas du tout pessimiste sur l'avenir de l'agence quant à la qualité des créations que l'IA peut créer. Pour faire simple, je pense que
80% de la publicité est pas terrible, voire merdique. Et du coup, je pense que pour les gens qui font de la pub pas terrible, voire merdique, l'IA peut totalement y pallier. Quand on veut faire des idées un peu plus qui sortent de l'ordinaire et que justement qui sortent d'un cerveau où on se dit, vous savez, des fois on est devant une idée, on se dit putain, ça sort de quel cerveau? Et c'est ce qu'on essaye de trouver. Bah, je trouve que pour le coup là, on n'a pas de sujet par rapport à ça, et c'est pour ça que je suis plutôt optimiste sur la façon dont on va se servir de l'IA aujourd'hui. Frédéric, toi, comment tu utilises l'IA? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu voilà, le processus d'intégration de l'IA dans la mode, ce que tu fais avec Imki? Alors moi j'ai un profil Beaux-Arts, école d'art, donc ça fait 20 ans que je pratique le dessin, et les IA génératives on les a abordées en 2020, donc 2 ans, 3 ans avant l'émergence de ChatGPT ou Midjourney. Et en fait, par rapport à la thématique sortir des sentiers battus, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. En fait, on veut que l'IA, elle reste sur une voie bien goudronnée. Donc, ce qu'on vient d'évoquer, c'est plutôt le sujet idéation. Est-ce qu'elle est capable de nous faire sortir du sentier? Bon, ok, on y reviendra. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de faire en sorte que ce qu'elle dessine soit en capacité d'être transféré dans le monde réel. Aujourd'hui, les IA généralistes, elles savent dessiner beaucoup de choses, surtout des choses qu'elles ont vues sur Internet, donc des pubs. Et souvent, ces pubs-là, elles sont un peu hors sol. Donc, elles décrivent un monde très, très beau. Midjourney fait de très belles images. Mais quand tu veux les faire basculer dans le monde réel, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas vu la technicité du dessin. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer des bases de données, on va les qualifier par des stylistes, des modélistes, des designers, et ensuite, on va réentraîner ces modèles pour que d'un dessinateur très talentueux, mais plutôt catégorie adolescent attardé, on la fasse basculer sur un expert en modélisme, en stylisme, pour que quand elle dessine, ce dessin-là puisse basculer dans le monde industriel. Et donc, chez Imki, on va modéliser des IA sur mesure et les implanter dans les entreprises qui ont le process créatif comme cœur de leur centre de profit. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'IA, c'est un partenaire à part entière? C'est-à-dire qu'elle va créer, c'est un peu ce que tu disais, Georges, mais elle va créer vraiment des œuvres, elle va créer des choses que vous ne pouvez pas forcément créer, auxquelles vous n'avez pas forcément pensé? Ou est-ce que c'est plutôt un accélérateur de tâches? Voilà, c'est un outil plutôt de bureautique. Qui veut prendre la parole sur cette question? Marion, peut-être? Allez, je me lance. Moi, je vois vraiment l'intelligence artificielle comme un outil. C'est-à-dire que pour en revenir à Ascmona, souvent on nous dit, mais du coup, vis-à-vis des guides, etc., est-ce que ça ne va pas prendre leur travail? Et en fait, pas du tout. Moi, je pense qu'il faudrait un guide pour chaque visiteur. Hélas, c'est impossible. Donc l'IA, elle vient apporter ce complément pour permettre à chacun d'avoir des réponses à ses questions, un parcours personnalisé. Même s'il n'y a pas forcément un guide qui est disponible pour l'accompagner, elle peut aussi aider les guides. Donc ça, c'est ma réponse vis-à-vis de ce que fait Ascmona. Pour prendre un autre exemple issu de ma pratique créative, il y a quelques années, j'ai fait une résidence artistique en Écosse et je voulais créer une œuvre avec des fausses archives. Donc je voulais créer des fausses archives hyper particulières qui en fait étaient le reflet d'archives existantes, écrites en vieux anglais que j'étais incapable de produire moi-même. Et donc j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour produire ces fausses archives, puisqu'après je voulais confronter les visiteurs de mon exposition à des vraies et des fausses archives, et on se rendait compte qu'ils étaient assez incapables de distinguer le vrai du faux. C'était avec GPT-2 à l'époque, donc avant la révolution qu'on a connue depuis. Et donc là, l'IA, c'était vraiment en fait pour moi une aide technique, c'est-à-dire qu'elle est venue me permettre de faire quelque chose que je ne pouvais pas faire par moi-même. Pour d'autres projets, je m'en suis servie en la nourrissant avec mes inspirations pour qu'elle puisse m'inspirer en retour. Donc en fait, c'est vraiment un travail d'aller-retour, mais à mon sens, elle supplante jamais l'input, l'étincelle du créateur. Georges, tu es d'accord avec ça? Totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je pense que l'IA, c'est en même temps éblouissant par la puissance du truc. Et en même temps, moi, personnellement, à titre personnel, je trouve que c'est un truc qui fait un peu flipper, parce que ça sert à quoi, en fait? Là, aujourd'hui, quand on regarde la création, par exemple, on nous dit que ça va nous permettre d'aller plus vite. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est déjà trop vite. Quand tu présentes une campagne, il faut que ça aille de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Donc ça aide à ça. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour nous, les humains, l'humanité, de vous à moi. Et moi, j'aime bien aussi qu'en tant que créatif,
on prenne le temps de réfléchir. Moi, j'ai toujours ce truc de se dire la création, c'est un débat, c'est une discussion avec nous, entre nous, avec les clients. Et je trouve que le truc de dire ça va plus vite, et c'est vrai, hein, ça va plus vite. Créer une image, aujourd'hui, c'est assez flippant en fait. C'est flippant dans les deux sens, c'est-à-dire c'est flippant parce que c'est extraordinaire, et en même temps c'est flippant parce qu'on se dit ça va où ce truc-là. Là, j'aimerais rien, tout le monde se pose la question, et malheureusement, je pense que personne n'a la réponse. Et aujourd'hui, sur la création elle-même, nous, on l'utilise vraiment pour aller plus vite et nous permet d'avoir plus de temps pour trouver des idées. Pour le reste, pour l'instant, moi, à vrai dire, je suis pas un grand fan. Sauf pour certaines industries, comme notamment la publicité dans le luxe et la cosméto, où il n'y a pas de comédie, c'est un peu évanescent, c'est des univers, donc là-dessus, je peux éventuellement comprendre. Mais nous, Buzzman, c'est pas du tout ce que... C'est encore l'homme qui crée les meilleures publicités aujourd'hui. Oui, et je pense pas que ça soit l'inverse. Encore une fois, pour faire une publicité traditionnelle, classique, qui va étonner personne et qui va servir à rien, comme la majorité des publicités, qui va être invisible, c'est facile de le faire. Et je pense que aujourd'hui, ça peut faire des économies pour certains annonceurs, mais ça va pas tirer la publicité vers le haut. Frédéric, tu es d'accord avec ça, toi? Parce que vous créez quand même des collections pour le secteur textile. Et donc, il y a des marques qui se servent vraiment de vos collections, qui ça les inspire, etc. Elles n'avaient pas vu des vêtements ou des styles de vêtements que vous créez, vous, grâce à l'IA générative. Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Georges? Oui, je le rejoins complètement. Alors, pour le coup, nous, on n'intervient pas pour aider les créatifs. D'ailleurs, toutes les cellules créatives qu'on a croisées, et tous secteurs confondus, automobile, luxe, design, mode, parce que en fait, ces IA-là interrogent toutes ces sphères-là. Sur un niveau, on va dire, basique, donc le grand public qui veut faire de l'image, il va être fasciné par la qualité de l'image générée. Pour un vrai directeur artistique, un directeur de création, un designer, on va vite faire le tour, en fait. On va vite caler. Et ça, c'est clair et net, parce qu'en fait, ça dépend de la data qui a été alimentée sur ces IA-là. Nous, on intervient surtout au moment où ils ont l'idée, au moment où ils se disent « Ok, c'est ça que je veux », ils prennent le crayon et l'IA les aide un petit peu, mais surtout, ils voudraient que l'IA elle soit juste. La justesse dans le dessin, c'est hyper important. Il y a plusieurs niveaux de justesse dans un dessin. Il y a une justesse technique, et c'est ça qu'un designer produit, en tous les cas, va rechercher. Donc c'est plus là-dessus que nous, on intervient, parce que quand l'IA dessine, la mise au point et le prototypage, il est beaucoup plus rapide, alors qu'avant, il y avait beaucoup d'aller-retour avec les ateliers. Là, ce n'est plus le cas, parce que ces IA étant très, très spécialisées, elles vont faire un dessin qui est facilement fabricable. Sur l'idéation et la déambulation créative, moi, je fais aussi de la créa sur d'autres sujets. Au bout d'un moment, ça tourne en rond, en fait. C'est toujours les mêmes refs, c'est toujours la même esthétique. C'est très difficile de la sortir de ces gonds, parce qu'en fait, c'est lié au fait qu'elle a été alimentée par des corpus très, très orientés. Donc, pour un pur créa, c'est très limité. Moi, je pense que, pour essayer de donner un sens très précis à ma pensée, en fait, la publicité, c'est ce qui intéresse les gens, c'est les paradoxes. Il y a une étude là-dessus qui dit que les gens s'arrêtent sur les paradoxes. L'IA, c'est l'inverse du paradoxe. C'est totalement l'inverse. Et en l'occurrence... C'est rationnel. C'est rationnel, ça utilise des choses qui existent. Et la publicité, et faites l'exercice dans vos têtes de vous dire, c'est quoi les dernières pubs qui m'ont touché? C'est toujours des pubs qui sont inattendues. Et dans inattendu, c'est un truc auquel on ne s'attend pas. Donc c'est un truc que le cerveau n'attend pas à entendre. Donc le paradoxe, qui est le symbole de la bonne publicité, enfin en tout cas c'est un bon prisme de jugement, il ne peut pas être fait par une IA. Je prends un exemple très précis. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu une des signatures qu'on a fait pour Burger King, c'est Burger King. Je ne pense pas que l'IA soit capable de faire ça, parce que c'est un truc d'impulsion qui m'est souvent attribué d'ailleurs, et c'est pas vrai d'ailleurs, c'est un de mes créatifs, donc c'est pas du tout moi. C'est pas François Bayrou qui l'a créé ce... Et tu vois, c'est ce genre de truc inattendu, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que quand Bayrou le dit au conseil municipal, nous on se pose encore la question, qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau? Bam! C'est l'inconscient. C'est l'inconscient, et c'est parce que c'est un paradoxe de voir un Premier ministre parler de ça en plein conseil municipal, et ça a fait marrer tout le monde. Pour nous, c'est du pain béni.
Mais cet exemple précis, Burger King, ça ne peut pas sortir d'autre chose que d'un être humain. C'est là où je dis, il y a des choses qui sont attendues, sans paradoxe, qui peuvent être faites, et franchement, pour certaines industries, c'est extraordinaire. Pour notre business à nous de la publicité, qui est de surprendre les gens pour mettre en avant des marques, je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Marion, ouais. Et je pense que ce que souligne Georges, c'est en fait cette question du pas de côté. Pas de côté qu'on ne peut pas structurellement attendre d'une intelligence artificielle parce que, comme le disait Frédéric, effectivement, elle est entraînée avec des données identifiées, des choses déjà produites, déjà faites. Donc, ce qu'elle peut produire, c'est une forme de moyenne des idées et donc du mainstream. Et en fait, le mainstream, c'est bien il y a plein d'usages pour lesquels c'est pratique de produire du mainstream, mais c'est vrai que dès lors qu'on veut ce pas de côté, cet aspect un peu différenciant, on ne peut pas forcément l'attendre de l'IA. Mais pour autant, elle peut apporter beaucoup d'autres choses. C'est ça, en fait, elle se base effectivement sur des standards qu'on connaît, et donc c'est effectivement pas évident pour elle de créer quelque chose de totalement inédit. C'est ce que vous faites, vous, tous les trois, au quotidien. Alors, on parle beaucoup de l'emploi aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes du secteur de la création. Je voyais Aïssa Laroche-Joubert, tu parlais de l'emploi, elle tiquait un peu. C'est vrai qu'il y a certains métiers qui sont peut-être voués à disparaître. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Georges, tu nous disais que toi, déjà, dans les agences, il y avait des emplois qui allaient être totalement supprimés, comme les voix off, par exemple des publicités, les gens des voix off, qui gagnaient très bien leur vie, qui gagnent peut-être encore très bien leur vie, mais du jour au lendemain, leur activité va probablement s'arrêter, tout simplement, 0 € de chiffre d'affaires pour eux, à cause de l'intelligence artificielle. Je vais vous raconter une anecdote. La dernière fois, on me montre un truc que les gens de l'agence ont fait, et c'est en anglais. Et je regarde le truc et je dis waouh, il est vraiment fort ce comédien. Mais vraiment, je suis désolé, et j'ai dit, il s'appelle comment? Et on m'a dit, c'est l'IA. C'est juste pour vous préciser qu'on peut faire des choses, par exemple sur les voix off. Clairement aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous avez un comédien, une célébrité que vous utilisez pour faire une voix off. Vous pouvez, avec son accord, prendre sa voix et en faire tout un spot avec lui, sans qu'il soit là, soit qu'il soit présent, et lui, il peut vaquer à ses occupations. Donc, clairement, les voix off, c'est chaud. La musique, c'est chaud. Très chaud pour les gens qui composent de la musique. Publicitaire, j'entends. Parce qu'en fait, il suffit de dire, imaginez, vous avez un film où vous dites, tiens, je voudrais une ambiance d'opéra. C'est ébouriffant, c'est-à-dire ça se fait en 5 minutes. Les Rothman, les gens qui dessinaient pour montrer des crayonnés un peu de l'idée, eux, ils sont pas bien. Donc après, ça va peut-être créer d'autres tafs. Par exemple, j'aime bien dire ça parce que sur LinkedIn, ça me ferait marrer qu'il y ait un mec qui le sorte, mais le Head of Prompt, à mon avis, celui-là, il va gagner beaucoup d'argent. Mais ouais, je pense qu'il y a des dans l'emploi, ça va mettre quelques personnes sur le carreau. Ouais. Marion et puis Frédéric. Parce qu'en fait, le phénomène qu'on décrit ici, c'est la problématique de la multi-activité des créatifs. C'est-à-dire que, par exemple, le musicien qui faisait de la musique pour des publicités, souvent, c'était un complément de revenu qui lui permettait de faire de la musique par ailleurs, mais il ne vivait pas à 100% de sa musique. Et donc ça, sur le court terme, c'est un impact sur tous ces emplois créatifs. Mais même sur le long terme, le moyen-long terme, c'est un impact sur les IA. Parce qu'en fait, les IA, elles sont nourries à partir de tous ces contenus créatifs et les concepteurs d'IA ont besoin de contenus à forte valeur ajoutée. C'est pour ça notamment qu'ils se rapprochent, par exemple, des éditeurs. Il y avait eu ce cas avec HarperCollins qui proposait de rémunérer les auteurs qui voulaient bien céder leurs livres pour entraîner des IA. Donc il y a vraiment cette question de, dès lors qu'on a ratissé tout le contenu qualitatif en ligne, comment est-ce qu'on peut accéder à du contenu de qualité? Là, il y a des deals qui sont passés avec des médias, des éditeurs, etc. Mais sur le long cours, si on a moins de créatifs qui produisent du contenu, ça fait moins de contenu pour entraîner les IA. Et il y a plusieurs études qui ont montré que quand on entraîne des IA avec du contenu synthétique, donc c'est-à-dire du contenu généré par IA, ça crée des gros problèmes de performance sur les modèles. C'est ce qu'on appelle le modèle collapse. Petit à petit, ils s'enlisent. Donc en fait, sur le long cours, on a besoin que les créatifs continuent à créer. Et pour ça, il faut qu'ils continuent à avoir des revenus qui leur permettent de le faire. Tu veux dire que l'IA peut foutre l'IA au chômage? En quelque sorte. Frédéric, sur la question de l'emploi, toi, tu es inquiet? Alors, nous, sur la mode en particulier, on la constate moins
En fait, pour une très bonne raison, c'est que toutes les filières qui commencent à disparaître à cause de l'IA, c'est toutes les filières qui ont été digitalisées à 100%. C'est-à-dire que entre l'input et l'output, il n'y a pas de matérialité, tout est désincarné, tout est immatérialisé. Donc la voix off, évidemment, elle en fait partie. Sur la mode, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une mise en œuvre du produit qui va être physique. Donc il faut une préhension de la qualité des matériaux, de la coupe, du volume, etc. C'est encore des verrous. C'est-à-dire que l'IA ne sait pas encore gérer ça. Donc nous, on voit une très forte transformation parce que les gamins en école d'art, ils ont adopté tous ces outils-là. Mais ils ne sont pas dupes, hein, ils s'aperçoivent vite qu'il y a des limites et qu'ils embrayent sur autre chose et que l'IA, effectivement, elle n'a pas de sens commun. Donc savoir que tel signe dans telle sphère culturelle peut être interprété de telle manière, etc., ça relève de la connaissance culturelle de la dite sphère. Donc sur ce métier-là en particulier, qui ont un volet artisanat ou manuel, moi j'ai dans mon petit groupe à moi un imprimeur qui est sérigraphe d'art. L'IA, elle est mal barrée pour venir le challenger, hein, parce que là, c'est du pur manuel. Et ça, c'est quasiment aujourd'hui des métiers qui ne peuvent pas être challengés par l'IA. L'artisanat d'art, tout ce qui est digitalisé, lui, pour le coup, là, il y a un vrai sujet. Parce que si la machine a accès à 100% de la filière, elle va forcément la remplacer, quoi. Et je me permets de rebondir sur ce point vis-à-vis du sujet des biais culturels des intelligences artificielles, puisqu'on disait qu'elles avaient donc accès à des données limitées. Et en fait, il y a plusieurs études qui ont montré que les modèles culturels qu'embarquent ces IA, c'est surtout des modèles culturels anglo-saxons. Donc il y a des cultures qui sont sous-représentées dans les IA qu'on utilise au quotidien, ce qui a un impact sur les idées qu'on produit et les contenus qu'on produit avec. Et pour vous donner un exemple, un jour, je me suis amusée à demander à une IA, je pense que c'était Midjourney, de me créer une image d'un instrument que j'avais trouvé dans les collections du musée du Quai Branly. Donc c'était un instrument qui était écrit en arabe. Et donc non seulement l'IA n'était absolument pas en capacité de me gérer cet instrument parce que c'était un sujet niche sur lequel elle n'avait pas été entraînée, mais par contre j'ai eu droit à des palais, à des femmes voilées, à tout un espèce d'univers hyper cliché, parce que l'IA avait reconnu que c'était un mot en arabe et elle m'a généré un truc qui n'avait rien à voir et qui était une vision ultra biaisée. Et donc, en fait, cette question des enjeux culturels des IA, il est hyper important sur comment est-ce qu'on peut aussi les entraîner avec des corpus plus diversifiés qui reflètent un ensemble de cultures plus divers. Alors, il y a aussi la question du droit d'auteur, après celle de l'emploi. Il y a des créateurs de contenu qui se revendiquent comme des artistes, qui créent en fait sans dessiner, sans vraiment avoir la technique, mais qui créent on peut appeler ça des œuvres d'art. Il y a par exemple Vincent Smadja, hein, pour ne pas lui faire de la pub, hein, mais un petit peu quand même, qui est assez incroyable ce qu'il fait sur Instagram. C'est des œuvres totalement déjantées et uniquement faites à base de prompts. Donc, il prompte voilà, toute la journée pour créer des œuvres d'art. Est-ce que pour vous, ces créations, justement, ça peut être considéré comme des œuvres d'art et si oui, quand une œuvre est 100% générée par de l'intelligence artificielle, qui en est vraiment l'auteur? Vaste question. Frédéric, ouais. Alors, moi, venant de Beaux-Arts, le premier truc qu'on nous apprend en première année d'école d'art, c'est de copier. On te dit tu dois mettre les costumes d'un tel et tu dois recopier. Et en deuxième année, on te demande de commencer à interpréter. Troisième année, on commence de sortir du lot. Marcel Duchamp, 1917, il prend l'urinoir, il le pose, il dit c'est une œuvre d'art. Ce sujet-là, dans l'histoire de l'art et dans l'art contemporain, on n'en parle pas, parce que c'est un non-sujet. On considère que le statut de l'artiste, c'est pas tant le fait qu'il ait produit quelque chose, mais plutôt qu'il ait pris position sur un sujet en particulier. Et dans l'histoire de l'art, il y en a beaucoup. Je prends Donald Judd qui faisait tout fabriquer. C'est la notion de savoir est-ce qu'on a besoin d'avoir une technicité de fabrication pour dire que ce qu'on a produit est une œuvre ou pas. À mon sens, en tant que plasticien, c'est l'idée qui prime. Que l'outil soit 110% automatisé, sans l'input humain, l'IA ne génère pas, elle est inerte. Donc, à mon sens, après, cet artiste-là en particulier, je ne sais pas si... Il peut avoir le statut d'artiste. Pour le connaître, lui, il ne se positionne pas du tout comme étant un artiste. Hein. C'est quelqu'un qui a pris une position et qui a un sens du prompt qui est très fort. Et il s'est dit, tiens, dans le business du luxe, des défilés de mode et tout ça, je vais amener des petits moments un peu fantastiques. Mais ça rejoint ce que tu dis.
pour moi, c'est pas des gens, c'est pas des artistes. Un artiste, déjà, je pense pas qu'on décrète être un artiste. Je pense que c'est les années aussi qui décrètent que tu en es un. Et deux, je pense surtout, c'est plutôt des créateurs. Des créateurs qui sont liés à la connaissance et au savoir-faire de l'utilisation de l'IA. Marion, ouais. Moi, ce que je trouve fascinant dans cette question, c'est que ça réactualise la question de qu'est-ce qu'un artiste, avec cette place du geste artistique qui a fait beaucoup parler au XXe siècle. L'exemple que tu prenais est hyper parlant sur faut-il avoir fait l'œuvre soi-même. Et il y a aussi, pour abonder sur la réflexion, cette question de l'effort, en fait. Parce que souvent, vis-à-vis du prompt, on dit, bah voilà, c'est un artiste. Il y a eu le cas avec Jason M. Allen, celui qui avait fait théâtre d'opéra spatial. Vous avez peut-être vu passer cette œuvre en ligne. On disait, oui, mais il a écrit une phrase et il a géré une image, et voilà. Et en fait, lui, quand il en parle, il explique que c'est des heures et des heures et des heures d'aller-retour. Donc, en fait, il y a un effort derrière qui est non négligeable. Et en fait, cette question-là et ce reproche-là, il a déjà été fait au moment de l'appareil photo. On disait, oui, mais les gens qui font de la photo, en fait, ils appuient sur un bouton. Et aujourd'hui, ça ne nous viendrait pas en tête de dire que des grands photographes ne font qu'appuyer sur des boutons. On connaît toute l'expertise et la maîtrise qui est nécessaire derrière. Donc, cette question du geste artistique, elle est hyper importante. La personnalité de l'artiste prime. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on génère quelque chose avec une IA que c'est sans effort. En fait, souvent, ça peut nécessiter pas mal d'expertise et de temps. Tu es d'accord avec ça, Frédéric? Complètement, oui, oui. C'est vrai que j'avais oublié l'exemple de la photo, mais la photo dans l'histoire de l'art, c'est exactement ça. Quand elle a apparu, on a dit c'est du non-art. Et aujourd'hui, ça a un statut complètement légitimé. Et donc, à qui appartient ces œuvres, finalement? C'est aux créateurs, c'est aux machines, c'est qui doit avoir le droit de propriété, le droit de paternité sur ces œuvres qu'on peut qualifier peut-être d'artistiques? Georges? Je laisserai les tribunaux décider. Botte en touche. Frédéric? Après, il y a d'autres sujets derrière ça, derrière cette question. Pour moi, empêcher le monde de créer des IA qui vont générer de l'image sur une connaissance qui a été mise à disposition du grand public et qui fait partie pour moi du patrimoine universel mondial, je trouve ça aberrant de dire on va arrêter ça. Après, générer et avoir une volonté de parasiter une œuvre, de la concurrencer ou de vouloir prendre le sillon de tel ou tel artiste, ça, c'est répréhensible. Donc c'est comment user et utiliser les IA, à mon sens, la question, pas tant de savoir si elle a utilisé des corpus. C'est Ghibli, aujourd'hui on a une exposition de Ghibli. Moi, ce que je souhaite, c'est que grâce à ça, tous les gamins voient des dessins animés de Ghibli, parce que mine de rien, c'est peut-être une des plus belles œuvres cinématographiques de dessins animés. Donc c'est aussi ça son avantage. Maintenant, j'ai envie de dire, ceux qui vont utiliser et faire du Ghibli pour de la pub, etc., ou créer un centre de profit, bon, là pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord, quoi. Marion, tu as le mot de la fin, a priori. On est dans une zone grise, effectivement, mais ce qui compte au fond, c'est la personnalité de l'artiste et du créateur et la manière dont elle s'exprime. En tout cas, en droit français, c'est ce qui est important. Et ça peut se faire avec le fait, par exemple, on a des artistes qui vont sélectionner tout le jeu de données qui va permettre d'entraîner les intelligences artificielles. Il y en a d'autres qui vont retravailler certains algorithmes. Donc, il y a plein de façons pour un artiste et un créateur d'exprimer sa créativité. Et je rebondis sur un tout dernier challenge pour vous laisser de la matière à penser, qui est comment est-ce qu'on se forme en tant que créatif à l'heure des IA. Et ça, c'est une réflexion hyper importante, parce qu'on se rend compte que, en fait, s'il y a plein dans les processus que tu décrivais, si on introduit tout de suite de l'intelligence artificielle, on peut perdre une partie de l'expertise qui permet ensuite de se l'approprier, de l'évaluer et de ne pas dépendre de l'IA, versus du coup des créatifs plus expérimentés qui vont l'implanter à bon escient. Donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on, à l'heure de l'IA, on fait primer l'expertise et la créativité humaine pour ensuite l'augmenter grâce à l'intelligence artificielle.